C'était un monde de châteaux, de chevaliers et de trésors cachés. Mais pas un conte de fées. Un cauchemar qui a duré un millénaire. Progresser sous terre ou sur terre, mais prendre le château. Tuer ou être tué. Telle était la règle brutale qui régnait en Europe après la chute de Rome. On restait en sous-sol pour se protéger. J'adore ce boulot. C'était l'époque des cachots où l'on mourait à petit feu. Vous entrez là-dedans, je ferme. Et adieu Don. Notre visite nous fera découvrir les secrets encore inédits des Templiers. Ces hommes auraient pu payer ça de leur vie. Nous empruntons les couloirs du temps pour découvrir les secrets des villes. Voici l'âge des ténèbres. Bonjour, je suis exactement au centre de l'Europe de l'Ouest, dans la ville de Luxembourg, qui a vu défiler un millénaire de combats barbares. Alors bien sûr, aujourd'hui, la ville est paisible, impeccable, ultra civilisée. Mais je peux vous dire que sous mes pieds se cache un monde bien différent. Un monde où les carnages, la féodalité brutale et les guerres de religion étaient monnaie courante. À cette époque, la population était à la merci de suzerains assoiffés de pouvoir et sans scrupules. Des hordes de tribus violentes comme les Visigoths et les Huns ont mis l'Europe à sac et ébranlé le puissant empire romain. Tout le continent a sombré dans le chaos. C'était la fin d'un empire et l'avènement de l'âge des ténèbres. Après le sac de Rome, en l'an 410, l'Empire perd peu à peu les architectes et les ingénieurs qui construisaient et entretenaient les routes, les bâtiments et les aqueducs. Les peuples d'Europe voient leur monde s'écrouler. Je suis au nord de la capitale du Luxembourg, dans la petite ville de Walferdinge. Aussi étrange que ça puisse paraître, il y a ici une trace majeure du génie romain. Caché sous nos pieds se trouve le plus grand réseau souterrain de captation d'eau d'Europe de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle un khanat. Sa construction est tout ce qui reste d'un ancien village romain, rayé de la carte lors des invasions barbares. De riches colons romains vivaient au Luxembourg actuel depuis que Jules César avait soumis les tribus celtes locales, en 53 avant Jésus-Christ. Mais à la fin du IVe siècle, un flot d'envahisseurs barbares se déverse sur l'Europe. Des communautés entières sont balayées et Rome est pillée. Un petit souvenir de la gloire de l'Empire a survécu à Walferdinge, le réseau d'eau souterrain appelé khanat. J'ai rendez-vous avec un expert, Mark Thiel, qui a accepté de me montrer ce qui reste de l'ingénieux système de captation de l'ancien site romain. Mark? Bonjour, bienvenue au Rajpetzer. Merci beaucoup. Alors, le khanat est ici? Exactement. Nous sommes juste à l'aplomb de la galerie. Au IVe siècle après Jésus-Christ, ce paysage est dominé par une villa romaine, dont le propriétaire apprécie l'art, le progrès technique et l'eau courante. Mais 200 ans de civilisation sont anéantis lorsque l'Empire s'effondre. Vous avez fait venir une grue? Bien obligé. Ce réseau était destiné à contenir de l'eau, pas à accueillir des gens. Pour y descendre, il faut faire appel à une technologie moderne. Waouh! Alors ça, c'est profond. 25 mètres. 25 mètres. Je m'assieds sur ce siège et vous me descendez? Il vaut mieux que vous passiez ces vêtements et ce casque, c'est boueux en bas. Il a prévu la tenue? Merci beaucoup. Maintenant, on est paré. C'est impressionnant. Je me disais, ouais, bon, encore un trou dans la terre. Mais là, ça m'a l'air bien profond. Allez-y, faites-moi descendre. J'adore cet engin. C'est très humide ici. C'est bon, stop. Terminus.
Toute la pluie tombe sur moi. À toi, Marc. Laissé à l'abandon pendant près de 2000 ans, ce canal continue cependant de capter les eaux souterraines. Les derniers travaux de réparation remontent à l'an 370, au moment où les Romains fuyaient devant les hordes barbares prêtes à tout massacrer. Il a été incroyablement préservé. C'est vrai, le boyau est taillé dans le grès. À quelle profondeur sommes-nous? Ici, nous sommes à 25 mètres en dessous de la surface. 25 mètres sous terre. Et c'est pas fini. Ce système de captation des eaux souterraines a été inventé il y a 3000 ans par les Perses et importé par les Romains. Le tunnel de 550 mètres est accessible depuis la surface par une série de puits. Grâce à son inclinaison, il conduisait l'eau des collines jusqu'aux villas romaines construites en aval, alimentant ainsi bassins et fontaines. Mais les Vandales ont tout saccagé. Je sens l'eau glacée des Romains me mouiller les chaussettes. On passe par là? Oui, par ce trou. Ok. Faites exactement comme moi. On passe d'abord les jambes, les bras au-dessus de la tête, et vous glissez sans aucun problème. Et il a disparu. C'est parti. Oh, j'adore ce boulot. Seule une moitié du tunnel a été explorée à l'époque moderne. L'autre partie n'a pas été visitée depuis son percement par les Romains il y a 2000 ans. Ah, sympa. C'est ouvert au public? Ah non, bien sûr. Très peu de gens ont visité cet endroit. Moi-même, ce n'est que la 3e fois que je descends ici. La 3e? De toute ma vie. Ah, c'est cool. Regardez ces pierres sous mes pieds. Elles ont été posées ici par les Romains pour protéger la voie d'eau. Vous voyez au fond l'eau qui circule? C'est l'aqueduc qui passe juste en dessous. Ils ont aménagé la voie d'eau de sorte qu'en cas d'éboulement du toit du tunnel, rien ne vienne bloquer le courant. C'est une technique romaine vieille de 2000 ans. Ces canates montrent qu'à l'époque où les hordes barbares sont aux portes de l'Empire, certains Romains mènent une vie luxueuse. En l'an 410, les Visigoths s'emparent de Rome et tout le continent européen sombre dans le chaos. Des joyaux architecturaux tels que les canates sont abandonnés et tombent dans l'oubli. Imaginez, il n'y a plus personne pour construire ou réparer les routes, personne pour vous amener l'eau, plus d'armées pour défendre vos terres. Le pouvoir est vacant et chacun peut se servir. C'est le chaos le plus total. C'est ce que va vivre l'Europe pendant près de 1000 ans. Au XIVe siècle, soit près de 900 ans après la chute de Rome, l'Europe est soumise à une féodalité violente, gangrénée par les luttes intestines et les épidémies. La peste ravage le continent, faisant des millions de victimes. Mais au milieu de ce monde en plein naufrage, une société secrète tente de rétablir l'ordre depuis un lieu sûr. Pour survivre à l'époque sanglante qui suit la chute de Rome, mieux vaut avoir un endroit où se mettre à l'abri. Forteresses, châteaux ou villes fortifiées nécessitent quantité de pierres. Les carrières fonctionnent à plein régime et jouent un rôle essentiel. Maastricht, une petite ville fondée sur un immense gisement de craie, prend ainsi une importance capitale. C'est ici que se fournit en pierre la vraie superpuissance du XIIIe siècle, l'Église. Elle seule dispose d'un pouvoir étendu à toute l'Europe. Elle peut frapper du sceau de l'hérésie, condamner à mort et à la damnation n'importe qui. Même les grands maîtres des Templiers, les puissants et fortunés soldats du Christ, sont massacrés en 1314, lorsque leur rite secret et leur immense richesse menacent l'autorité du pape. Mais en dépit de son pouvoir, l'Église dépend d'un petit groupe de tailleurs de pierre pour bâtir ses cathédrales grandioses.
Des hommes qui ont préservé les secrets des Templiers sous terre. Je vais visiter une carrière qui renferme peut-être des indices sur les rites initiatiques secrets des tailleurs de pierre médiévaux. Mon guide est Jaco Silverton, une encyclopédie vivante sur les centaines de carrières de la région. Il va me montrer la plus grande et la plus belle, celle de Saint-Pierre. Jaco, ravi de vous rencontrer. Bonjour, on va à la carrière? Et comment? La carrière forme un réseau de 300 km de galeries. Impressionnant. À l'époque, c'était l'une des plus grandes réalisations humaines en Occident. L'entrée est par ici? Oui, dans la forêt. Et voici la carrière. L'atmosphère change totalement. Ne faites pas ça chez vous. Normalement, l'accès est interdit. Mais en se faufilant par ce petit trou, on peut entrer. Ce repère niché dans les bois contient des indices cachés depuis 700 ans, qui pourraient avoir un lien avec les Templiers. Attention à la tête. Incroyable. C'est gigantesque. Et ce n'est que le début. Au XIIIe siècle, seuls quelques privilégiés connaissent l'art d'extraire des blocs de cette craie particulière, le tuffeau. Elle sert à bâtir châteaux et cathédrales. Les carrières deviennent le quartier général secret des tailleurs de pierre. Les autorités soupçonnent ces derniers d'échafauder de funestes projets sous terre, à l'abri des regards. Vous voyez là-haut? C'est le premier niveau d'extraction. Au Moyen-Âge, lorsqu'ils ouvraient une carrière, ils commençaient par dégager un passage d'environ 2 mètres de haut pour qu'un homme puisse tenir debout à l'aise. Armés de pics, les carriers commençaient par creuser une tranchée étroite, à peine assez large pour un homme, sur environ 1,80 m. De là, ils dégageaient de gros blocs, de taille régulière, puis entamaient la couche inférieure de la roche. C'est ainsi qu'au fil des années, ils ont ouvert près de 300 km de galeries. Les Égyptiens utilisaient les mêmes techniques pour extraire les pierres qui ont servi à bâtir les pyramides. Après la civilisation égyptienne, c'est la première fois qu'une telle quantité de pierres a été utilisée dans la construction. Pourquoi? Les gens ont perdu ce savoir? Oui, surtout après le départ des Romains. Et où ces tailleurs de pierre ont-ils appris ces techniques élaborées? On pense que ces techniques ont été rapportées en Europe après les croisades, plus particulièrement par les chevaliers du Temple. Et ils ont construit de grosses forteresses. Cette véritable cathédrale souterraine détiendrait-elle l'héritage perdu des Templiers? Une chose est sûre, les chevaliers du Temple sont revenus des croisades avec de précieuses connaissances acquises auprès des savants arabes, à une époque où l'Église associait souvent la science à l'hérésie. À l'époque où beaucoup de ces carrières ont été creusées, l'ordre du Temple avait déjà été détruit. Mais les précieux secrets des chevaliers leur ont peut-être survécu. Techniques de taille et rituels ont pu se transmettre de génération en génération. Ici, à 10 mètres sous terre, nous avons retrouvé ce qui pourrait bien être la preuve que les carriers de Maastricht descendaient des Templiers. On a trouvé des inscriptions avec des symboles templiers. Cet endroit ressemble à une église templière. C'est difficile à dire, j'aimerais y croire. Un projecteur. Le culte du secret entretenu par les Templiers auréole leur tradition de mystère. Un peu plus de lumière. Notre équipe fait une découverte extraordinaire. Une trace laissée par les chevaliers, cachée dans l'obscurité pendant des siècles. Juste là, vous voyez? Vous n'allez pas le croire. On était en train d'éclairer cette partie pour tourner quelques plans.
Et c'est génial. Jaco a remarqué des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. D'habitude, il n'a qu'une lanterne. Il a vu quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On distingue des inscriptions qu'on ne voit pas d'habitude à cause du manque d'éclairage. Comme quoi? On voit des marques, des pentagrammes. Ce sont des signes mystiques laissés par les tailleurs de pierre pour leur porter chance. Pour les autorités, cette confrérie d'hommes qui travaillent dans le domaine souterrain du diable et qui affectionnent le secret ne peut rien manigancer de bon. Mais l'Église a trop besoin de pierres pour agir. Elle laisse ce soin aux moines de la région. Eux aussi laissent des graffitis, comme autant d'avertissements à l'encontre des pratiques qu'ils soupçonnent. En voici une autre. Sodomie. Où? Là, très explicite. Ah, effectivement. Aucun doute. Et aussi la zoophilie. Aussi. Ah, c'est pas bien. C'est très mal. Apparemment, quelqu'un à la surface tenait à rappeler le sens de la morale aux gens d'ici. Sur la roche, des messages, des autoportraits, restés intacts pendant plus de 500 ans. Ça, c'est le portrait d'un tailleur de pierre autour de 1470. Et ça, c'est ce que ses compagnons pensaient de lui. Un bouffon. Oui, un bouffon. Le bouffon, au Moyen-Âge, était le seul à pouvoir dire au roi qu'il était idiot. Ah, je vois. Les tailleurs de pierre, très méfiants à l'égard des autorités de la ville, auraient créé une société parallèle dans cet univers souterrain. Peut-être même ont-ils poussé l'hérésie jusqu'à créer leur propre secte religieuse et leur propre église. Un indice de taille vient appuyer cette thèse. Une salle immense en forme de croix. Les seuls à qui on pourrait les comparer, ce sont les francs-maçons. Ok. La franc-maçonnerie a des points communs avec l'ordre du Temple. Et il y a des rites initiatiques? Oui, c'est un cheminement. L'apprenti gravit les échelons jusqu'à devenir... Grand maître. Oui, vous pouvez très bien imaginer que dans cette grande salle en forme de croix, ces hommes se rassemblaient pour accueillir un nouveau membre dans la confrérie. Si les tailleurs de pierre tenaient un culte ici, dans un lieu non consacré par l'Église, ils risquaient le même sort que les Templiers. Imaginez ce que ça implique. Je me trouve au beau milieu de ce qui est clairement une croix. Une église gigantesque. La nef et le transept. Dans toute la carrière, c'est le seul endroit qui a cette forme. C'est un choix volontaire. Logiquement, là, ça devait être l'autel. En fait, nous sommes dans une cathédrale souterraine. Et regardez le plafond. Il est recouvert de symboles complexes qui intervenaient sûrement dans une sorte de cérémonie secrète, un rituel de passage ou une initiation à un culte. Imaginez à quel point c'était dangereux de faire ça ici. C'était une violation totale des puissances du monde d'en haut. C'était de l'hérésie. Ces hommes auraient pu payer ça de leur vie. L'Europe va endurer des siècles de conflits sanglants. Seigneurs, chefs de clan ou rois se battent pour étendre leur fief. Pourtant, à la fin du XIe siècle, les chrétiens d'Occident font cause commune pour mener les croisades. En 1095, le pape appelle tous les chrétiens d'Europe à prendre les armes pour reconquérir Jérusalem, tombée aux mains des infidèles. Des millions d'hommes se lancent dans l'aventure des croisades, semant la mort sur leur passage. La guerre sainte voit éclore des ordres dont les noms résonnent encore aujourd'hui, comme celui des Chevaliers du Temple ou l'hypothétique prieuré de Sion. Des sociétés aux origines mystérieuses dont le monde souterrain a conservé la trace. Pendant 200 ans, l'ordre du Temple assoit sa richesse et sa puissance dans un monde chaotique. L'ordre a été créé suite à la première croisade, dirigée entre autres par Godefroy de Bouillon. Nous voici justement dans sa ville, en Belgique. Je dois retrouver un certain Rudy Schott. Il va me faire visiter un tunnel qui passe sous le château de Bouillon. C'est l'un des points de départ de la première croisade. Et les Templiers y ont sans doute travaillé.
Quel beau château! Oui. Et implanté à un endroit stratégique. La construction de ce château remonte au Xe siècle. À l'époque, l'Église est la seule institution stable en Europe. Les grands féodaux se font sans cesse la guerre. Et ce n'est qu'en 1095 qu'un front uni émerge, sous la bannière de la guerre sainte. Les chrétiens se trouvent un adversaire commun, les lointaines armées musulmanes. Ils partent d'endroits comme celui-ci. Le château de Bouillon se dresse au sommet d'une colline. 2 de ses flancs sont protégés par une rivière. Un peu comme le bâtiment du Pentagone, il était protégé par 3 lignes de défense reliées par des ponts-levis. Le 3e et dernier surmontait un fossé de 9 mètres de profondeur. Un véritable traquenard. En cas d'urgence, le pont-levis était levé et l'eau envahissait le fossé. Sans ces moyens de défense, en ces temps troublés, Godefroy n'aurait jamais vécu assez longtemps pour partir en Terre Sainte. Nous nous tenons sur l'emplacement du pont-levis. Oui, là, les vestiges de la porte, et en dessous, il y avait de l'eau. Rudy me montre les défenses de ce château médiéval ultra protégé. On raconte qu'il a abrité les plus grands trésors de l'histoire, des reliques saintes rapportées des croisades et même l'Arche d'Alliance. Oui, hop, et hop. On va descendre? OK. C'est super. Si je comprends bien, là où je suis, c'était entièrement rempli d'eau. Exactement. En général, ce fossé était asséché. Mais les assaillants assez fous pour descendre ici en armure, on était quitte pour une mauvaise surprise. 7,50 mètres au-dessus d'eux, il suffisait d'ouvrir une trappe pour que l'eau s'engouffre dans le fossé. Alourdis par les 25 kilos de métal de leur armure, les envahisseurs mouraient noyés. On ouvrait cette trappe et l'eau jaillissait. C'était une défense supplémentaire pour le château. Nous franchissons le fossé et Rudy m'entraîne le long d'un tunnel tortueux dans les entrailles de la forteresse. Attention à la tête. C'est formidable. Oui. Nous sommes dans les souterrains du château de Bouillon. Oui. Godefroy de Bouillon, le maître de cette forteresse impressionnante, reconnaissait l'autorité du pape. En l'an 1095, il est un des premiers à répondre à l'appel du Saint-Père pour aller défendre Jérusalem. Il lève une armée de 40 000 hommes. Et pour cela, il lui faut beaucoup d'argent. Comment a-t-il réussi à financer sa croisade? Il a tout simplement vendu son château. Ce château? Oui. Pour financer le voyage? Oui, pour payer les soldats, l'équipement et tout le reste. Godefroy de Bouillon n'a aucun mal à trouver des recrues. En cette année 1095, l'Europe est ravagée par les épidémies, la famine et la violence. La perspective d'être absous de ses péchés et de piller les richesses d'Orient conduisent 600 000 chrétiens à prendre les armes pour aller combattre ceux qu'ils appellent les infidèles. L'Église leur dit, si vous partez en croisade, vous irez au paradis, quels que soient vos péchés. Exactement. Lorsque le duc Godefroy de Bouillon part pour la Terre Sainte, il a déjà la réputation d'un meneur d'hommes pieux et droit. Mais c'est aussi un homme de son temps. Et le XIe siècle est une époque barbare.
On arrive dans la partie du château où se trouvent les geôles. Il y a de mauvaises ondes ici. Comme la plupart des châteaux de l'époque, Bouillon était une forteresse, un foyer et une prison. Naguère, les lois de l'Empire romain d'Occident s'imposaient. Mais après sa chute, le moindre petit suzerain avait droit de vie et de mort sur ses sujets. Dans cette salle, Godefroy, l'ardent partisan du pape, faisait régulièrement torturer et tuer des criminels et des rivaux. C'est une cellule, ça? C'est une cellule un peu particulière. Elle ressemble à une petite chambre. On n'y accède que par cette grille. C'est ce qu'on appelle une oubliette. Une oubliette? Ça signifie quoi exactement? Qu'on y oubliait les prisonniers. Vous entrez là-dedans, je ferme la grille. Et adieu donne. Oui. Bon, j'y vais. Les prisonniers jetés aux oubliettes n'en ressortaient jamais. Ils mouraient de soif et de faim. Telle était la justice au XIe siècle. L'endroit donne la chair de poule. C'est horrible. Quand on pense à ceux qu'on a enfermés ici, dans le noir, le maître de ce château part combattre au nom de Dieu et reconquérir la terre promise. Et pendant ce temps, chez lui, dans ses caves, quelqu'un est torturé à mort. Godefroy de Bouillon participe à la prise de Jérusalem en 1099. Un an plus tard, il meurt de la peste en Terre Sainte. Certains pensent qu'avant de mourir, il aurait été à l'origine d'un ordre de chevaliers dont la mission était de protéger les pèlerins chrétiens, l'ordre des chevaliers du Temple. Au cours du siècle qui suit, les Templiers accumulent des richesses au Moyen-Orient. Il se pourrait même qu'ils aient rapporté en Europe leurs plus précieux trésors. Selon la rumeur, les Templiers auraient récupéré des reliques chrétiennes en Terre Sainte pour les rapporter en Europe. Oui, ça se tient. C'est sûrement vrai. Ils pourraient se trouver ici? Ah ça, peut-être, je sais pas. C'est peut-être une légende, mais certains pensent que les Templiers ont caché l'Arche d'Alliance et le Saint Graal ici même, dans le château qui a financé la première croisade. On a du mal à imaginer à quel point Godefroy de Bouillon était un personnage central. Il a été choisi pour mener la première croisade, qui permet la reconquête de Jérusalem. Il inspirera l'ordre des chevaliers pauvres du Christ, qui donnera naissance à celui des chevaliers du Temple. Tout est parti de cet homme, tout est parti de ce château. L'armée romaine était une énorme machine militaire bien huilée. Elle a dominé et protégé pratiquement toute l'Europe. Alors après la disparition de l'Empire romain d'Occident, l'Europe se morcelle en une multitude de fiefs. La menace peut surgir à tout moment, du nord avec les Vikings, ou du village voisin, qui est peut-être votre pire ennemi. Les modes de défense doivent être repensés. La solution, c'est le château fort, défendu par des chevaliers. Le château, je me trouve, a servi de base à un groupe de chevaliers qui utilisait une technique proche de la guérilla. Des raids éclairs avant de s'évanouir sous terre. Au XIIIe siècle, si vous étiez un simple manant, votre vie dépendait de votre suzerain, de son château et de son ingéniosité. Partons pour le château de Fauquemont, dans la ville néerlandaise de Valkenburg. On y trouve un chef-d'œuvre de ruse militaire médiévale. L'un des rares à connaître les secrets des légendaires chevaliers fantômes de Fauquemont n'est autre que mon guide, Jaco Silverton. Où va-t-on exactement? Je vous emmène à la découverte des passages souterrains du château de Fauquemont. D'accord. Leur entrée est très bien dissimulée.
La meilleure façon d'accéder au réseau souterrain des Chevaliers Fantômes, c'est d'entrer par la sortie, cachée dans les bois à 200 mètres du château. Ces ruines sont interdites au public, mais nous avons obtenu une autorisation. Incroyable. C'est très sombre là-dedans. Vous avez la clé? Oui. Je suis paré. Bienvenue dans le royaume des Chevaliers Fantômes. C'est ici que la carrière médiévale rencontre les souterrains qui partent du château. Ah ouais, En voilà un. c'est génial. Ces passages auraient pu rester dans l'oubli si une carrière n'avait été ouverte ici 200 ans après l'aventure des Chevaliers Fantômes. Les excavations ont mis au jour les tunnels qui se sont écroulés ici et là. Au XIIIe siècle, ces carrières n'existaient pas. Seul le réseau de souterrains menant du château à la forêt, derrière les lignes ennemies, avait été creusé. Il permettait de déjouer les plans des assiégeants qui tentaient de franchir les défenses ou d'affamer le château. Depuis les tunnels, les assiégés lançaient des attaques surprises. Ils sortaient de nulle part et disparaissaient aussitôt comme dotés de pouvoirs surnaturels. C'est ce qui leur a valu le surnom de Chevaliers Fantômes. Et ça, là-haut, c'est un passage? Tout à fait. Les deux trous étaient reliés? Oui, mais ça s'est effondré. Les combattants qui se faufilaient le long de ces souterrains au XIIIe siècle étaient bien loin de l'image romantique des chevaliers en armure étincelante. Ils appartenaient à une milice privée entretenue par de puissants seigneurs. Ils attaquaient les fiefs voisins en quête d'argent, de vivres et d'armes, puis se réfugiaient au château. Ici, nous sommes au XVe siècle. Oui. Et comment on accède au tunnel du XIIIe siècle? Avec une échelle. Vous en avez une? Jusqu'ici, tout va bien. J'arrive au passage difficile. Je vais mourir. Alors, si quelqu'un a quelque chose à me dire, c'est le moment. Vous êtes le premier à monter là-haut. C'est génial. Je vois presque jusqu'au fond. Mais après, il y a un tournant. Cette ouverture était reliée à ce trou? Oui. Si ça ne s'était pas effondré, quelqu'un aurait pu emprunter ce tunnel au-dessus de moi? Oui. Le château est dans quelle direction? Par là. Je vais chercher mon matériel. Ce tunnel est trop dangereux pour l'équipe. C'est l'occasion d'utiliser mon kit commando. Au boulot. Vous n'êtes jamais monté? Jamais. C'est parti. Grâce à cet engin, on va voir ce qui se cache dans le tunnel. On va essayer de comprendre la méthode des Chevaliers Fantômes. C'est extraordinaire. Dire qu'ils ont creusé tout ça. Le tunnel descend dans plusieurs directions. C'est peut-être la première fois que quelqu'un pénètre dans ce tunnel depuis l'époque des Chevaliers Fantômes, il y a plus de 800 ans. Je me trouve dans le tunnel, creusé par ces chevaliers au XIIIe siècle. Leur but était de prendre leurs ennemis à revers. Imaginez, je suis en plein siège militaire au Moyen-Âge. Je suis un chevalier et j'ai la possibilité d'attaquer l'ennemi par surprise. Je peux fondre sur lui alors qu'il ne s'y attend pas. À cette époque, ça devait faire sensation. J'aurais été une légende. À mesure que nous progressons vers le château, nous découvrons d'autres tunnels laissés intacts par l'exploitation minière du site. 800 ans après leur construction, ils sont encore debout. L'attirail défensif des Chevaliers Fantômes ne s'arrêtait pas là. Certaines armes étaient sophistiquées, comme les grenades remplies d'huile enflammée. Les adversaires répliquaient par des tirs de catapultes,
envoyant des pierres ou même des animaux morts pour empoisonner les citernes du château. En dernier recours, les assaillants creusaient à leur tour des tunnels à la hâte, dans l'espoir de s'emparer du château par le sous-sol. C'est encore un tunnel. Effectivement, sauf que celui-ci a été creusé par l'ennemi. On voit bien le travail de sape. Regardez, ils ont travaillé dans l'urgence sans chercher à faire un tunnel spacieux. Ce jeu du chat et de la souris sous terre a duré des dizaines d'années. Mais ce n'est qu'au début du XIVe siècle que le château est tombé aux mains de ses ennemis. Ici, c'est un cul-de-sac. Et là, c'est un autre cul-de-sac. Ils ont sondé le sous-sol pour tenter d'arriver sous le château. Chaque camp assiégeait le fief de l'autre. Progresser sous terre ou sur terre, mais prendre le château. « 1492, une année historique. L'Empire romain d'Occident n'existe plus depuis 1000 ans. Et l'Europe est à l'aube d'une nouvelle période, la Renaissance. À nouvelle époque, nouvel empire. Moins d'un siècle après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, l'Espagne n'est plus un royaume comme les autres. C'est un immense empire. Et comme l'Empire romain, l'Empire d'Espagne va être victime de son succès. Il est trop vaste pour durer. L'Espagne lutte pour maintenir son hégémonie dans les Amériques, tandis qu'au cœur de l'Europe, au Luxembourg, elle mène l'une de ses dernières campagnes pour tenter de garder son rang de grande puissance. En l'espace d'un millénaire, l'Europe est passée d'une mosaïque de fiefs ennemis toujours en lutte à un ensemble d'États puissants qui défendent leurs précarés à l'aide de forteresses imprenables, et confrontée à une nouveauté militaire, la poudre à canon. Parmi ces puissantes citadelles urbaines, une possession importante de la couronne espagnole, la ville de Luxembourg. Mon guide est André Brun. Je le retrouve dans le parc qui recouvre les anciennes défenses de la ville. Tout ça, c'est la forteresse. Je vois un château du Xe siècle là-bas. Nous sommes actuellement sur une structure construite en 1673, le fort Berlaymont. André me conduit dans un lieu interdit au public. Les souterrains militaires secrets du XVIIe siècle. On descend? Le dernier cadenas. J'adore. Incroyable. C'est vraiment génial. C'est immense ici. On est dans les murailles? Oui. C'est une architecture militaire classique. Des tunnels dans les murailles pour faire circuler les troupes. Voilà. Il y a plus de 300 ans, des temps troublés ont nécessité la mise en place d'un imposant système défensif. Les fortifications de la ville, dont certaines remontent au Moyen-Âge, sont renforcées. À l'extérieur des remparts, 7 petits forts sont disposés. Ils se composent d'une tour et d'une enceinte d'où rayonnent des souterrains. Plus qu'aux flèches ou aux tirs de catapultes, cette conception est censée résister aux boulets de canon. Depuis la terrasse de la redoute, des pièces d'artillerie ripostent aux tirs ennemis. Quel endroit incroyable! Ici, nous sommes vraiment au cœur de la redoute, à l'intérieur du donjon. C'est le lieu de l'ultime résistance, où on se bat quand tout est perdu. Le dernier retranchement. Oui. Le fort Berlaymont est le fruit de l'évolution des techniques militaires au cours d'un millénaire de conflits incessants en Europe. C'est ce qui se fait de mieux à l'époque contre l'armement dernier cri. Quand je pense aux citadelles médiévales, je pense douves, ponts-levis, tourelles, mais cette redoute est différente. Tout à fait. Il y a des similitudes, mais la poudre à canon a fait son apparition.
La poudre a été rapportée d'Extrême-Orient au XIIe siècle. On voyait alors dans ses propriétés une forme de magie noire. Mais au XVIIe siècle, la poudre à canon avait déjà bouleversé l'art de la guerre. Si je comprends bien, ces tunnels et ce fort doivent leur conception à l'utilisation de la poudre à canon, à cette nouvelle façon de combattre. Oui, on restait en sous-sol pour se protéger. En 1684, ces fortifications souterraines ont été durement éprouvées lorsque l'armée française, forte de 30 000 hommes, a déferlé sur la ville. Ce couloir est interminable. Face à 79 pièces d'artillerie lourde, les soldats espagnols stationnés ici ont riposté depuis le sous-sol, mettant à profit le gigantesque labyrinthe souterrain. Ces tunnels exigus ont été creusés au-delà des murs d'enceinte, tandis que la forteresse essuyait le feu ennemi. Les défenseurs espagnols ont rampé le long de ces boyaux avec des réserves de poudre, qu'ils ont fait sauter sous l'emplacement des canons français. L'idée, c'était de placer dans l'une de ces cavités, au bout des tunnels creusés, une charge explosive, sous la cible, sous les batteries ennemies. C'est ça. Si la destruction des canons ennemis ne suffisait pas, et qu'une brèche était percée dans les murs de la redoute, les soldats espagnols étaient prêts à aller jusqu'au sacrifice et à faire sauter le fort. Nous sommes au niveau des fondations du donjon. Si cet endroit explose, la tour s'effondre. Dans cette salle, 500 kilos de poudre étaient entreposés, reliés à de longues mèches. Si l'ennemi atteignait le donjon, les mèches étaient allumées. Et si cette salle explosait, toute la structure s'effondrait, tuant sans distinction assaillants et défenseurs, pour la gloire de l'Empire espagnol. Cet endroit était le système d'autodestruction du fort, une façon d'en finir avec panache. Malgré son système de défense perfectionné, la forteresse de Luxembourg a échappé au contrôle de l'Empire espagnol. Et les guerres ont continué à ravager l'Europe. Reconstruire la civilisation sur ce continent ne s'est fait qu'au prix d'un processus long et douloureux, qui aura duré plus de 1000 ans. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Europe connaîtra les invasions barbares, l'épopée des Templiers, le joug des grands seigneurs, et finalement, de nouveaux empires équipés d'armes de destruction. Rien ne semble jamais étancher la soif des hommes pour le pouvoir. La barbarie est toujours tapie sous nos pieds, prête à jaillir de l'ombre.